Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Kevin, plus connu sous le nom de Monsieur TK. C'est un passionné d'informatique, spécialiste de minage, staking et masternode, mais aussi un grand vulgarisateur crypto. Bonjour Kevin, merci d'être avec moi. Comment est-ce que tu vas? Bonjour et un grand merci pour l'invitation. Personnellement, je vais très très bien. Eh bah, ça me fait très plaisir de t'avoir parce que je t'ai aperçu lors de Surfing Bitcoin en 2022. J'ai pas eu la chance de te parler, mais peut-être en 2023, on aura l'occasion. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de ton parcours, nous dire comment la crypto-monnaie s'est intégrée dans ton quotidien? Et si je dis pas de bêtises, pour toi, ça a démarré en 2016. Exactement, c'est exactement ça. Donc, moi, comme beaucoup de personnes, en tout cas à l'époque, quand je me suis lancé dans la crypto-monnaie, le but premier, c'était de gagner un petit peu d'argent. Et alors, là, je mets quand même un point là-dessus. C'est le but, c'était pas de devenir millionnaire, d'acheter des voitures, des maisons ou autre. Non, vraiment, le but, c'était de gagner un petit peu d'argent pour me faire plaisir. Typiquement, me payer un cinéma, un jeu vidéo, un petit resto. Donc, le but, c'était vraiment de gagner un petit peu de sous, mais clairement pas j'avais pas du tout des rêves de richesse comme on peut le voir beaucoup plus présent actuellement. Et moi, en fait, je débarque un peu par hasard dans la crypto-monnaie, tout simplement parce que je suis pas du tout issu du milieu donc de l'informatique. Alors, je suis passionné d'informatique, j'ai toujours aimé les belles bécanes. Je suis un joueur PC, je joue sur ordinateur, donc j'ai toujours aimé avoir un beau PC avec tout ce qu'il faut. Mais je suis pas développeur, je connais pas le code, j'ai pas fait des études là-dedans. Moi, je suis chimiste de formation, donc rien à voir. Et en fait, si tu veux, quand j'ai commencé donc les crypto-monnaies, contrairement à beaucoup de personnes qui se sont lancées avec le fait de vouloir devenir investisseur, de faire du trading et autres, ben moi, comme je viens de te le dire, j'étais bien équipé à la maison parce que j'avais une grosse machine, un gros PC à la maison. Et plutôt que justement de devoir investir directement des euros de ma poche, parce qu'à l'époque, j'avais un petit peu peur au niveau de l'investissement, hein, je savais pas trop ce que c'était beaucoup moins vulgarisé qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a plein de créateurs de contenu sur les crypto-monnaies. À l'époque, en français, il n'y en avait pas beaucoup, voire même quasiment aucun. Et donc, pour ne pas risquer de perdre, entre guillemets, de l'argent, je décide de commencer ce qu'on appelle une activité de minage, c'est-à-dire que je fais travailler mon ordinateur pour sécuriser un réseau. Il faut savoir qu'à l'époque, notamment, c'était Ethereum. Et en sécurisant ce réseau avec mon ordinateur qui tourne toute la journée, eh bien, ça permettait de générer et d'obtenir donc des Ethereum. Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu mes premières crypto-monnaies. Ouais, c'est intéressant. Et alors, du coup, tu étais pas tiraillé entre jouer au PC et gagner des Ethers? Alors c'était les 2 en fait, c'est-à-dire que quand j'utilisais pas le PC, justement pour le jeu, je le laissais tourner, pour les les Ethers. Par contre effectivement, moi il y avait des moments où je dis: «Non, non, j'ai envie de jouer», je pose pendant 1 heure ou 2 et voilà. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, quand je me suis lancé, moi je voyais ça un peu comme quelque chose de surprenant de pouvoir entre guillemets «créer de la monnaie» à partir d'un ordinateur. Et encore une fois, comme je le disais, le but c'était de gagner, quelques euros pour se faire plaisir. Donc il y avait pas du tout une volonté de rentabilité, de construction, d'optimisation. C'est juste, voilà, je fais tourner la machine quand je l'utilise pas. Et si ça me rapporte quelque chose, tant mieux. Et si ça ne me rapporte pas, tant pis. Euh, Force est de constater que j'ai mis les doigts dans l'engrenage et que je n'en suis plus sorti depuis cette époque-là. Ouais, ouais, tu arrivé quand même au bon moment, en 2016. Moi, je suis arrivé en 2017, donc un peu après toi. Je confirme qu'il y avait vraiment aucune ressource dispo en français. C'était un calvaire, hein, pour trouver vraiment de la documentation. Donc heureusement pour toi, je pense, tu maîtrisais peut-être un peu l'anglais pour configurer les Oui. machines de minage? Ouais? Oui, oui, clairement, clairement. Ça, j'ai un beau niveau d'anglais, donc c'est clairement ça qui aide, parce qu'effectivement, comme tu le dis à l'époque, à part de l'anglais et en plus de l'anglais technique, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, et alors toi, tu es vraiment, axé là, on parle sur ta partie vraiment minage. Est-ce que tu peux rappeler en quelques minutes en quoi ça consiste le minage? Tu as dit que c'est pour sécuriser le réseau, mais qu'est-ce que ça implique en termes d'installation? Parce que toi, tu avais ton PC au début, c'est simple, tu n'as rien changé, mais au fur et à mesure, ça s'est un peu complexifié. Est-ce que tu peux en parler, vu que toi, tu es un peu l'expert? Moi, je connais pas grand chose là-dessus.
Alors, pour faire simple, oui. En gros, si on devait, simplifier au maximum les choses, en fait, les réseaux blockchain qui fonctionnent en proof of work, c'est-à-dire en preuve de travail, on peut citer notamment, Bitcoin qui est la première crypto-monnaie et qui fonctionne sur ce principe-là. Son réseau, le fonctionnement de cette blockchain et le fait que les blocs soient associés les uns aux autres et mis les uns derrière les autres, sont réalisés par le travail, donc ce qu'on appelle dans le milieu les mineurs de crypto-monnaies. Ce sont des personnes qui vont mettre à disposition du réseau de la puissance de calcul informatique. Donc, pour ça, il faut avoir. Alors, à l'époque, on pouvait faire ça avec un simple ordinateur. De nos jours, maintenant, en tout cas, en ce qui concerne Bitcoin, on a des machines spécialement dédiées à ce travail-là, hein, donc qui sont vraiment des machines faites pour le minage des crypto-monnaies. Ces machines vont effectuer tout un tas, entre guillemets, de calculs très compliqués et la personne qui trouve la solution à ce calcul très compliqué va avoir le droit de valider un bloc et de l'ajouter à la fameuse blockchain. Alors, cette personne, elle ne le fait pas pour le plaisir de participer à la blockchain. Il faut savoir que, par exemple, dans Bitcoin, à chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, le mineur qui trouve la solution de l'équation va empocher 6,25 BTC. Et la blockchain Bitcoin, c'est en moyenne un bloc toutes les 10 minutes. Donc, je vous laisse faire le calcul sur une journée, le potentiel de gain qu'il est possible de faire. Maintenant, encore une fois, à l'heure actuelle, on est passé sur quelque chose d'industriel. On n'est plus du tout sur le petit ordinateur à la maison. Mais en 2011-2012, vous pouviez sans problème participer au réseau Bitcoin avec un simple PC portable ou avec un PC un peu costaud. C'était tout à fait possible. Ouais, et donc vu que maintenant c'est plus du tout accessible pour les particuliers comme, toi et moi, enfin toi tu as peut-être plus de matos, mais moi clairement je peux pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités sur, d'autres écosystèmes ou est-ce que finalement ça se verrouille quand même globalement pour le particulier? Alors globalement, en fait, le minage, je vais dire qu'il y a 3 grandes catégories de mineurs de crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle donc les mineurs ASIC. Ce sont donc ces fameuses machines de minage qui sont spécialement dédiées et conçues pour le minage d'une crypto-monnaie. C'est par exemple le cas sur Bitcoin et là effectivement, hormis se procurer en tant que particulier un ASIC, il est très, très difficile de pouvoir participer au réseau. Donc là, il faut vraiment avoir une machine, bien spécifique. Sur d'autres crypto-monnaies plus petites, donc là on n'est plus du tout sur Bitcoin, mais on est sur des crypto-monnaies plus exotiques, moins connues. Il y a encore la possibilité de miner avec un ordinateur ou du moins avec ce qu'on va appeler un rig de minage. Donc un rig de minage, c'est tout simplement un ordinateur qui a été optimisé pour le minage, mais on reste vraiment sur des composants informatiques classiques. Et pour quelques crypto-monnaies relativement rares, mais il en existe encore, il est possible de miner avec un simple PC, avec un simple processeur. C'est notamment par exemple le cas de la crypto-monnaie Monero qui est bien connue. Cette crypto-monnaie peut être minée avec un simple processeur. Alors bien entendu, hein, avec votre PC à la maison, vous n'allez pas faire des milliers de Monero par jour. Par contre, pour encore une fois les personnes qui peuvent se permettre de mettre beaucoup plus de matériel à disposition, bah, effectivement, il y a moyen de faire travailler comme ça des machines et d'être rémunéré pour ce service. Ah, c'est très intéressant et Monero, je pense que c'est une crypto-monnaie qui gagne à être reconnue, donc n'hésitez pas à aller, faire quelques recherches sur Monero, c'est intéressant comme cas d'utilisation. Toi, tu as démarré sur Ethereum. Est-ce que tu es resté sur Ethereum? Est-ce que tu as basculé à un moment donné sur Bitcoin? Comment ça s'est passé finalement, toi, ton activité de minage? Alors il faut savoir que, avec les machines que j'ai à la maison, je ne peux pas miner de Bitcoin. Enfin, je peux pas. Heu, Techniquement, c'est possible, mais en fait, c'est pas du tout rentable. Donc moi, j'ai jamais, miné directement du Bitcoin. Par la suite, j'ai investi par contre dans des machines de minage qui sont installées dans des fermes et donc dans des installations industrielles où effectivement là, j'avais la possibilité donc de miner du Bitcoin, mais je n'ai jamais miné du Bitcoin directement, depuis la maison avec un ordinateur. Par contre, oui, j'ai miné de l'Ethereum, j'ai miné tout un tas de crypto-monnaies différentes, des fois avec de grandes réussites, des fois avec de très gros ratés, donc notamment avec des crypto-monnaies qui n'arrivent pas au bout, qui finissent par disparaître, etc. etc. Donc ce n'est pas que des gains, il faut aussi le dire. Ben, parfois on gagne, parfois on perd, mais pendant très très longtemps, j'ai effectivement miné pas mal d'Ethereum parce que ça reste la deuxième plus grosse crypto-monnaie déjà à l'époque et encore à l'heure actuelle. Par contre, voilà, actuellement, je me suis dirigé vers d'autres crypto-monnaies, puisqu'effectivement, il n'est pour l'heure, pardon, plus possible de miner de l'Ethereum parce que celui-ci a changé, en gros, son principe de fonctionnement. Ouais, c'est ça et c'est intéressant de préciser, voilà, que tu peux investir dans du minage en passant par des entreprises, voilà, qui ont industrialisé le processus et donc tu peux quand même faire du minage, mais en investissant, sans avoir ta machine chez toi, qui fait du bruit, qui a des contraintes techniques et cetera. Exactement.
Alors OK, tu étais centré effectivement sur Ethereum parce que OK et d'autres altcoins. Est-ce que tu fais encore un peu de minage actuellement? Est-ce que c'est encore rentable pour toi ou est-ce que tu as basculé sur autre chose? Alors, actuellement, je fais toujours, du minage, mais à petite dose. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas en Europe, je rappelle que c'est pas le cas partout, puisque moi je discute avec des mineurs qui sont un peu partout sur la planète. Il faut dire qu'en Europe, le tarif de l'électricité ne cesse d'augmenter. Ça devient donc très, très problématique, voire, même plus du tout rentable de miner, en tout cas à l'heure actuelle, au moment où on réalise, cette interview, de miner des cryptomonnaies, en Europe. Par contre, c'est pas du tout le cas dans d'autres pays, du monde, hein. Moi, je discute beaucoup avec des Canadiens et au Canada, le tarif électrique, est resté, très stable. Il a très légèrement augmenté, mais pas grand-chose et donc chez eux, ça reste toujours très intéressant. Pareil pour, l'Algérie et autres, pays donc, d'Afrique du Nord où le coût électrique est très faible par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Mais à l'heure actuelle, en fait, les machines que j'ai à la maison et qui tournent, simplement dans un souci de chauffage puisqu'actuellement on est en hiver. Donc j'ai vraiment réduit, mes installations et pour le moment, il y a que le strict minimum qui tourne. C'est ça aussi qui est bien avec le minage, c'est qu'en 2 clics, on peut, allumer ou éteindre les machines très facilement. Oui, d'accord. Après la contrainte, l'électricité a beau être moins chère dans d'autres pays, le problème c'est qu'on n'est pas dans ces pays-là. Ah oui, oui, Donc bien entendu, hein. la seule alternative pour nous, ce serait enfin pour le particulier, c'est éventuellement d'investir dans une société qui serait basée là-bas ou qui exploite les surplus, électriques. Mais effectivement, ouais, faut bien avoir ça en tête que, chez nous, c'est très, très compliqué, mais ailleurs, il y en a qui peuvent vraiment en bénéficier. Toi, comment tu as perçu la bascule d'Ethereum en Proof of Stake? Donc je le rappelle juste, Ethereum était sur un modèle un peu à la Bitcoin et a basculé sur un modèle Proof of Stake, donc pas mal de changements important en perspective et toi, dans ton minage ou même dans ta perception d'Ethereum, qu'est-ce que ça a apporté? Alors, moi je l'ai vu de 2 façons. C'est-à-dire que, lorsque je me suis lancé en 2016, tout le monde me parlait que le passage en Proof of Stake de Ethereum, donc cette transition, allait avoir lieu en 2017. Quand je me suis lancé dans le minage, tout le monde m'a dit que j'étais complètement fou d'acheter du matériel puisque, 1 an plus tard, ça allait être la transition et que le minage allait s'arrêter sur Ethereum, donc il fallait être fou. Il faut savoir que Ethereum a mis beaucoup, beaucoup de temps. Ils ont eu énormément de retard puisque c'est seulement arrivé, en septembre 2022. Donc, je vous rappelle, hein, voilà, moi j'ai commencé en 2016, donc si j'avais dû écouter ces personnes-là, je me serais jamais lancé. Donc, c'était quelque chose qui était très fortement attendu, puisque c'était quelque chose qui était très attendu par la communauté. Alors, beaucoup moins par la communauté des mineurs, hein, parce qu'effectivement, pour eux, il y aurait plus la possibilité de miner de l'Ethereum. Donc, eux n'étaient pas très chauds de cette transition. Mais force est de constater, moi-même étant mineur de crypto-monnaie, c'était quelque chose que j'attendais pour Ethereum parce que j'ai envie de dire que ça a été tellement demandé et tellement attendu que si ça avait été un flop, ça aurait été catastrophique pour Ethereum, puisque effectivement la mise à jour s'est extrêmement bien passée, cette transition s'est passée sans aucun problème, ce qui fait qu'effectivement Ethereum maintenant fonctionne sur un autre processus de validation de sa blockchain. Il est plus du tout question de mineurs avec des machines de minage, mais plutôt on parle de nodes validateurs. Alors dans ce cas-ci, c'est plutôt des machines virtuelles, hein, d'une certaine façon, qui vont effectuer exactement le même travail que les mineurs, mais on n'a plus une machine physique à la maison, mais plutôt une machine virtuelle dans un data center. Et en fait, la transition d'Ethereum, elle s'est passée entre guillemets à un mauvais moment, en tout cas pour les mineurs, tout simplement parce que le marché était très fortement en baisse, ce qui fait que la rentabilité du minage était déjà pas au beau fixe, et le fait que Ethereum était la première crypto-monnaie en minage pour une certaine catégorie de machines, lorsque ça s'est arrêté, toutes ces machines, ces milliers de machines, ces milliers de mineurs se sont répartis sur les autres crypto-monnaies. De fait, c'est toujours la même chose, hein, lorsque vous minez de la crypto-monnaie, c'est comme un grand gâteau qu'il faut se partager. Si on est plus nombreux sur le gâteau, les parts que l'on gagne sont plus petites. Donc, comme je disais, le minage était déjà pas bien rentable. Si en plus le gain qu'on fait est encore plus faible, ça devient catastrophique. Et ce qui nous amène à la situation que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, le minage est, en tout cas en Europe, n'est pas du tout, ou en tout cas très faiblement, enfin il n'est plus du tout rentable. Dans certains cas, certains jours, on peut avoir une rentabilité, mais qui est tellement faible que ça ne couvrirait pas l'achat de matériel, de machines ou autre. Donc, pour le moment, les mineurs, comme beaucoup de personnes, font le gros dos en attendant et en espérant des jours meilleurs si le marché vient à reprendre des couleurs et entraînant avec ça le marché du minage.
C'est très clair, merci. Et alors maintenant, tu as réorienté un peu ton activité. Tu fais aussi donc du staking et aussi des masternodes. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le staking et le masternode, s'il te plaît? Alors oui, il faut savoir que donc déjà le staking et le masternode, j'en faisais déjà en 2017, fin 2016, début 2017, parce que c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Comme je dis toujours, je ne le voyais pas comme un concurrent au minage, mais plutôt comme une corde supplémentaire à mon arc. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va dire le minage c'est bien, le staking c'est nul ou vice versa. Je suis quelqu'un qui dit bah ok, il y a plusieurs possibilités, donc autant en profiter. Alors la distinction entre node et masternode est relativement alors, c'est pour l'utilisateur, c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il va mettre des crypto-monnaies en gage, entre guillemets, il va les verrouiller sur un nœud et en contrepartie de ça, il va être rémunéré. Donc, c'est vrai que pour la personne, simplement, c'est exactement la même chose, mais d'un point de vue technique, au niveau voilà, de la configuration, de l'installation, du montage, le masternode, c'est vraiment un système où vous devez faire absolument tout vous-même. Donc, c'est à vous de sélectionner une machine virtuelle, c'est à vous d'installer la machine. En gros, c'est vous qui faites tout le travail. Par contre, en contrepartie, vous allez toucher 100% de la récompense. Là où le staking, vous allez passer par un node qui est généralement monté par un professionnel. C'est le cas qu'on peut avoir notamment sur d'autres crypto-monnaies. Hein. On peut penser par exemple à Polkadot, Polygon, Atom, etc., etc. Là, vous allez tout simplement confier une partie de vos jetons à ces nodes. Donc là, c'est pas vous qui faites toute la partie technique et compliquée. Et en contrepartie, là également, vous allez toucher une récompense. Mais cette récompense, elle est plus faible parce que bah, le gars qui fait tourner la machine derrière, bah, il faut bien qu'il se rémunère pour faire tourner la machine. Donc, les gains sont généralement moins importants en staking, mais accessoirement, c'est beaucoup plus simple et il y a moins de prise de tête. Donc, c'est un peu un système comme ça, quoi. Ouais, ce qu'il faut retenir pour les particuliers qui voudraient se lancer un peu là-dedans, c'est qu'effectivement, la meilleure option pour quelqu'un qui débute, c'est effectivement le stacking, où là, tout est assez accessible et tout ce qui se passe en coulisses est déjà géré par des professionnels, des gars très techniques. Pour s'orienter sur du masternode, il faut une compétence technique, une expertise et bien maîtriser la chose. Donc c'est encore autre chose, même si fondamentalement, ça ne change pas grand-chose dans le fonctionnement, c'est juste une expertise technique. Et toi alors, du coup, tu utilises des masternodes, tu en as monté quelques-uns? Ah oui, oui, j'en ai même plusieurs. Donc, je fais aussi bien du staking que des masternodes. J'ai des masternodes qui sont hébergés dans des data centers. Je vais y arriver. J'en ai à la maison également. Pas beaucoup parce que malheureusement, moi en tout cas où j'habite, ma connexion internet est complètement pourrie. Donc, j'ai pas énormément de possibilités au niveau node. Je peux pas en monter tant que je veux puisque ça consomme effectivement de la bande passante. Et comme j'en ai pas beaucoup, j'ai pas la fibre et de ça, donc ça pose problème. Mais sinon, oui, j'ai pas mal de nodes. Et alors, bah, en fonction de l'évolution du marché et autres, bah, ça arrive que j'en ai plus, ça arrive que j'en ai moins. Par exemple, actuellement, j'en ai beaucoup moins qu'en 2021, parce qu'en 2021, je l'avais pas mal. Et lorsque le cours des crypto-monnaies a augmenté, bah, généralement, j'ai vendu une partie de mes nodes, donc une partie des coins qui étaient dans les nodes, justement pour prendre une prise de bénéfice. Donc voilà, ça évolue. Des fois, j'en ai plus, des fois, j'en ai moins. Ça dépend vraiment du marché. Oui, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. OK, il y a aussi effectivement ta bande passante, tu peux pas non plus en faire, autant que tu voudrais et ça dépend aussi du contexte du marché. C'est Exact. très intéressant à avoir. Moi, j'ai la fibre, donc j'ai de la chance. En fait, je pourrais faire des masternodes en soi, mais je n'ai pas la compétence, donc c'est un peu dommage, je ne profite pas de ça. Et toi, tu vois une vraie différence sur les gains entre masternode et stacking? Il y a un réel intérêt pour toi, parce que tu as la compétence technique, de mettre en place des masternodes plutôt que de rester sur du stacking classique? Ah, en gros, ça dépend aussi des projets. C'est-à-dire que tous les projets ne proposent pas donc du staking ou des nodes. Par exemple, si on parle, je sais pas, je vais prendre Atom, par exemple, la crypto-monnaie Cosmos Atom propose du staking, mais ne propose pas de masternode. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en tant que simple utilisateur, vous n'avez pas vraiment le choix, si ce n'est de participer à un node en staking. Par contre, une autre crypto-monnaie, par exemple, je sais pas moi, Firo, qui est une autre crypto-monnaie, elle ne fonctionne qu'en masternode. C'est-à-dire que si vous voulez voilà participer au système de la crypto-monnaie Firo, vous n'aurez pas d'autre choix que de monter vous-même votre propre installation parce qu'il n'y a pas de staking. Donc c'est vraiment du cas par cas. C'est avant tout les projets qui doivent t'intéresser, puisqu'encore une fois, hein, lorsque tu vas bloquer une quantité d'argent, ben, il y a toujours intérêt à ce que tu aies plutôt confiance dans le projet, plutôt que d'aller bloquer des sommes d'argent qui peuvent parfois être importantes sur un projet dans lequel tu ne crois pas. À titre d'exemple, à un moment donné, le masternode Dash, donc crypto-monnaie Dash, qui était bien connu en 2017-2018, son masternode, à un moment donné, a coûté 1,5 million de dollars.
Donc oui, 1,5 million de dollars, c'est pas accessible à tout le monde, on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Il y a beaucoup de nodes qui sont beaucoup moins chères, mais dans le cas de Dash, voilà, c'était extrêmement cher et il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas un système où on pouvait arriver avec 2 Dash en disant, ben voilà, j'ai envie de participer qu'avec 2 Dash. Non, non, pour Dash, il fallait 1000 Dash et le Dash ayant été tapé les 1500 $, ben ça vous faisait 1,5 million le node à ce moment-là. Ouais, c'était énorme, effectivement, faut prendre ça en compte et toi, tu orienterais vers quoi? Pour quelqu'un qui voudrait découvrir un peu cet univers-là, qui soit technique ou pas, mais qui voudrait peut-être se lancer dans la création d'un masternode. Est-ce qu'il y a une ressource, un site, même s'il est en anglais, qui serait utile pour quelqu'un comme ça? Alors oui, il y a un site qui s'appelle Masternode Online, qui est un petit peu la bible au niveau des masternodes, qui liste notamment une très grande quantité, pas la totalité, mais des nodes où on peut retrouver toutes les informations, notamment quel prix il coûte, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, etc., etc. Donc vous avez vraiment toutes les informations dessus. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut toujours bien se renseigner sur le projet sur lequel on investit, parce que notamment si vous allez sur ce genre de site, vous allez voir par exemple des masternodes, pardon, qui peuvent être à 10 000 d'APR, de ROI. Donc, quand on voit 10 000 bah, on se dit, bah oui, je vais acheter celui-là parce que c'est super rentable. Sauf qu'on se rend compte que le projet, il tient pas la route, c'est un truc qui va se casser la figure au bout de 2 jours et on a perdu son argent. Donc, généralement, moi, je conseille de bien se renseigner sur les projets, de pas spécialement prendre les projets qui vous offrent les plus gros retours sur investissement, parce que c'est vrai que ça fait rêver tout le monde, hein, 10 000 de rendement, mais il faut bien se rendre compte que c'est pas possible, hein, en tout cas pas sur le long terme, et bien faire ses recherches. Et alors après, effectivement, généralement, vous avez des tutos bien expliqués en anglais. Sur ma chaîne, moi, pour certaines crypto-monnaies, j'ai des tutos en français qui expliquent vraiment pas à pas, étape par étape, comment configurer son masternode sur certains projets. Hein, je les ai pas tous faits, mais ça reste quand même, voilà, ça reste quand même un peu technique. Mais encore une fois, voilà, c'est accessible avec un tuto, quoi. Ouais, tu as raison de mentionner qu'il faut faire attention. Il y a donc le lien que tu pourras m'envoyer le lien de ce site, comme ça je le mettrai Bien en sûr. description de cet épisode pour l'audience et je mettrai aussi bien évidemment le lien vers ta chaîne YouTube. On va aborder ça juste après. Je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, il faut faire très attention aux APR qui sont alléchantes. Souvent ça fait marketing de gonfler les rendements. Il faut savoir qu'on peut aussi avoir une émission de jetons qui est très importante en parallèle, donc finalement qui annule un peu le ROI et il faut aussi, se rendre compte que c'est complexe, il faut vraiment faire une analyse, derrière. C'est pour ça qu'il faut, comme tu le disais, quand on a confiance dans son investissement, pour avoir confiance, il faut comprendre comment ça fonctionne et c'est l'intérêt qu'on a, que toi avec ta chaîne YouTube de vulgariser tout ça, moi avec, mes livres ou avec le podcast. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous vous renseigniez avant et ensuite vous démarrez et moi, le site que je mets un peu en avant, c'est Staking Rewards, juste pour que vous ayez des éléments, pour Exactement. voir, si c'est facile ou pas à mettre en place, quels sont les rendements et c'est une bonne, base de départ. Bon, c'est en anglais malheureusement, il n'y a pas encore la langue française et je ne sais pas si ça arrivera prochainement. Mais voilà, avec les sites, que tu as mentionnés et avec celui-là, je pense que ça vous permet de démarrer assez tranquillement. Mais voilà, faites bien vos recherches, votre travail de votre côté parce que, les ROI, qui vous font miroiter des choses, comme tu le dis, soit c'est pas pérenne, soit il y a un loup quelque part. Donc voilà, très intéressant en tout cas, tout ça. Maintenant, on va basculer sur ta chaîne YouTube qui est quand même, assez importante. Tu as plus de 70 000 abonnés, tu vulgarises tout cet univers-là, et aussi plus généralement l'investissement sur le marché. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité? Ah beh, en gros, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je j'avais pas vocation du tout à faire des vidéos YouTube. Ça m'est un peu tombé dessus par hasard. C'est-à-dire qu'en 2016, justement, comme tu le disais, il y avait très peu de contenu en français, enfin quasiment aucun contenu en français et encore moins sur tout ce qui est minage, node et autres, hein, c'était vraiment très, très limité et au tout début, en fait, je tenais tout simplement un blog où, j'écrivais, mes petites aventures dans l'écosystème, où je vulgarisais, justement, je tentais de vulgariser les choses et un jour, il y a un abonné qui m'a dit: «Bah, écoute, le format écrit, c'est génial, mais je suis persuadé que si tu le faisais en vidéo, ça fonctionnerait tout aussi bien. Et d'ailleurs, ma toute première vidéo sur YouTube, c'est venu de là. C'est tout simplement un article de mon blog que je lis face caméra. Et là où comment dire, l'article avait fait peut-être, je sais pas moi, 50 vues sur une semaine. La vidéo avait fait 200 vues en 2 jours, quoi. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, le format vidéo semble plaire. Donc moi, voilà, pareil, encore une fois, j'ai aucune connaissance de la vidéo. Je veux dire, je débarque totalement. Et donc, bah, j'ai commencé un petit peu comme, comme beaucoup ont commencé, avec une caméra
où on essaye d'expliquer un peu des choses. Le son est horrible, la lumière n'est pas bonne, il y a rien qui va, mais l'idée est là. Et après, bah voilà, la chaîne a pris. Pareil, j'avais pas du tout la volonté au début. Je m'étais dit oui, je vais peut-être avoir 50, 100 abonnés, et ça va se limiter à ça. Et effectivement, la mayonnaise a fini par prendre, même à me dépasser à ce niveau-là. Et ce que je préfère vraiment avec ma chaîne YouTube, et c'est valable avec les autres réseaux sociaux, ça reste l'interaction avec la communauté, le fait de pouvoir discuter, échanger avec des gens qui sont parfois plus calés que moi dans certains domaines. C'est un plaisir justement d'avoir des gens qui peuvent des fois également t'aiguiller, t'aider, te conseiller. Et voilà, je trouve que c'est, en tout cas moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu là-dedans, c'est de pouvoir avoir une communauté, de discuter avec des gens et d'échanger avec eux. Ouais, je suis totalement en phase avec ça, hein. Moi, c'est aussi ce que je recherche, c'est vraiment l'interaction, le partage d'informations et les retours sont super importants. Et bah, le podcast fait aussi partie de ça, c'est-à-dire que ça me plaît d'échanger avec une personne qui partage, des informations et qui enrichit vraiment, bah, on s'enrichit mutuellement. Et alors toi, pour ta chaîne, tu fais combien de vidéos par mois à peu près? Et si tu devais donner une durée, ça te prend combien de temps de faire une vidéo? Parce que moi, je sais que c'est une organisation de malade parce que et c'est pour ça aussi que je me suis rabattu sur le podcast, hein, c'est peut-être un aveu de faiblesse, j'en sais rien, mais je sais que c'est très exigeant parce que maintenant sur YouTube, il faut que la lumière soit bonne, que l'arrière-plan soit bon, faut que tout soit nickel pour que ça marche. Et j'imagine que toi, ça doit te prendre quand même beaucoup de temps d'alimenter cette chaîne. Oui, oui, surtout que je suis, seul à la barre, c'est-à-dire que je fais absolument tout seul, excepté, les miniatures, parce que ça, pour les miniatures, j'ai un graphiste qui s'occupe, parce que je suis une brêle complète avec Photoshop, et donc c'est catastrophique, les miniatures. Donc ça j'ai quand même quelqu'un qui me file un coup de main, mais c'est moi qui écris mon script, c'est moi qui tourne, tout seul, je m'occupe du montage, tout seul, et cetera, et cetera. Donc en moyenne, j'essaye de sortir moi une vidéo par semaine, en tout cas ce que j'appelle une vidéo format long, donc c'est-à-dire une vidéo qui fait généralement entre 10 et 15 minutes sur un sujet bien précis, ce qui nous ferait donc 4 vidéos format long sur un mois. Et depuis janvier, ça c'est nouveau, c'est un format court avec une vidéo de maximum 1 minute pour traiter de l'actualité des crypto-monnaies. Donc là c'est beaucoup plus court, ça demande beaucoup moins de temps, mais ça oblige à en faire une tous les jours, excepté le week-end. Je me garde quand même le samedi et dimanche de repos. Mais Ouais. oui, niveau timing, enfin niveau temps, consommation de temps, c'est simple. Moi maintenant je suis, à temps plein. J'ai quitté, donc c'était en 2021 parce qu'on est déjà en 2023, donc j'ai quitté fin 2021 mon travail, mon travail officiel, pour me consacrer à 100 à YouTube et tout ça, parce que justement ça me prenait beaucoup trop de temps, que pour, pouvoir avoir un job à côté, quoi. Ouais, et tu arrives à survivre pendant ce bear market? Parce que c'est compliqué, moi je fais face aussi à ça. J'ai quitté mon job, on va dire aux alentours de mai 2022. Donc en gros, tu peux considérer que j'ai déclenché le bear market, à quelques semaines près. Donc quand je retrouverai un emploi, je pense qu'on sera en boule. Mais non, non, mais c'est compliqué, hein, parce que beaucoup de choses sont liées au marché. Donc bah, quand ça s'effondre, il y a moins de traction, il y a moins d'engouement. Moi, je le vois à mon niveau, donc j'imagine que toi, tu subis aussi un peu ça. Comment tu arrives à être résilient? Ah bah, écoute, tu as utilisé le mot exact. À l'heure actuelle, vraiment le mot c'est survivre, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, effectivement, quand le marché est bas, ça n'intéresse plus grand monde, s'il y a il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins de mouvements. Ça veut dire, dans le cas de vidéos YouTube, ça veut dire moins de vues. Comme il y a moins de vues, il y a moins de comment dire? De publicité, hein, sur YouTube, de sponsoring et autres, donc ça veut dire effectivement moins d'argent, qui rentre dans les caisses. Et donc effectivement, à l'heure actuelle, on peut parler clairement de survie, parce que on est très loin des chiffres que l'on pouvait avoir en bull run. Ici, c'est exactement comme le minage, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je fais le gros dos, j'attends entre guillemets que ça passe. Maintenant, voilà, je peux me permettre de tirer peut-être encore 1 an ou 2, mais il est certain que si on avait un bear market qui devait durer 5 ans, il faudrait vraiment que je me remette en question vis-à-vis de ça, parce que voilà, faire le gros dos 1 an ou 2, ça peut encore aller, mais pas pendant 10 ans, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, des fois, je dis qu'en fait, on est comme des saisonniers, mais sur un cycle de 3 ans, quoi. C'est-à-dire que tu dois anticiper, un potentiel bear market qui peut durer, bon, je dis 3 ans parce qu'en général, c'est à peu près ça. Effectivement, ça peut être plus long, ça peut être plus court, mais c'est complexe, hein, pour un entrepreneur, pour une activité de perdurer comme ça, peut-être 2, 3 ans sans qu'il y ait un réel engouement. Donc bah, écoute, c'est un beau challenge
que de résister à ça, que ce soit de ton côté, de mon côté. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on trouve, en ce moment, en plein bear market, du coup, les relais, les bonnes personnes, ceux qui restent là en ce moment, c'est que, bah, voilà, ils ont vraiment envie d'apporter de la valeur. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir ce filtre-là. C'est clair, je suis On tout a à fait moins de d'accord. bruit, spéculatif. C'est un des seuls avantages, mais on s'accroche à ça. Comment est-ce que tu vois, l'activité de ta chaîne évoluer dans les mois à venir? Tu as dit qu'il allait y avoir, des formats plus courts. Est-ce que tu as d'autres projets ou est-ce que tu vois d'autres choses pour ta chaîne? Voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, oui, donc le format court, je l'ai déjà lancé, début janvier, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus d'engouement pour le format court, principalement lié à TikTok et YouTube, surfe sur la vague en proposant également l'équivalent de ce que propose TikTok, donc avec des formats très courts. Il force est de constater que ça fonctionne très bien, en tout cas à l'heure actuelle, hein, ça a peut-être changé, comme tu l'as dit, c'est cyclique. Donc ça fait partie des nouveautés. Et puis, bah, j'essaye autour de cette chaîne YouTube qui est quand même mon média principal. J'ai essayé, en tout cas à mon niveau, de créer d'autres choses, notamment, bah, comme tu le disais, à Surfing Bitcoin, j'ai participé à 2 conférences. Donc c'est aussi ça, donc c'est animer des conférences, animer des événements, participer à ce genre de choses. Peut-être par la suite proposer des services de cours, par exemple des cours pour des étudiants avec vraiment comment dire, un format qualifiant. Donc, on serait pas juste sur une formation qu'on donne et derrière, il y a rien. Il y aurait réellement, ce serait vraiment une formation qualifiante qui serait validée par l'État, validée par le système. Mais on n'en est clairement pas encore là, hein. C'est vraiment en phase de prototype. Mais voilà, ce sont des choses qui gravitent autour de YouTube, mais pas spécialement enfin, pas spécialement dédiées à YouTube. Pour le moment, voilà, YouTube, mon nouveau format me convient bien. Et en ce qui concerne vraiment les vidéos, là, pour le moment, j'ai pas de nouveautés en tout cas, si ce n'est continuer, ce que je faisais, jusqu'à présent. Ouais, d'accord, et tu fais tout, quasiment tout seul, donc ça franchement chapeau parce que moi aussi je fais ça et c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot, et peut-être qu'à un moment donné, il faudra que j'apprenne à déléguer un peu parce que ça devient ingérable quand on en a 5 projets, mais voilà, bah, en tout cas, c'est marrant parce qu'on a quand même des profils avec des synergies et des atomes un peu crochus. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou à partager à l'audience avant qu'on termine cette interview? Hem, oui, enfin, dire quelque chose clairement, je dirais de toute façon, c'est, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, ça a souvent été mon credo et je l'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas, par rapport à moi, hein, je veux dire, c'est moi, mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces paroles. Moi, j'ai toujours dit que l'investissement, c'est lié notamment au minage de crypto-monnaies, mais ça va très bien pour l'investissement dans les cryptos de manière générale. C'est que ça reste un investissement, enfin, ça reste comparable pour moi à un marathon et non pas un sprint. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer dans l'écosystème des crypto-monnaies, et là on parle que ce soit le trading, le minage, les nodes, bref, n'importe quoi, moi je dirais il faut avoir un objectif et une vision long terme, avec notamment des stratégies que l'on se fixe et que l'on se tient, plutôt que de toucher à tout très rapidement en espérant faire beaucoup d'argent rapidement, parce que c'est généralement de cette façon-là qu'on perd le plus d'argent le plus rapidement. Donc vraiment voir l'investissement comme quelque chose qui se fait sur plusieurs années, et ce sera d'ailleurs tout à votre honneur et tout à fait bénéfique de viser un objectif long terme plutôt que se dire je me lance demain et dans 6 mois il faut que j'ai doublé ou triplé mon investissement, parce que c'est généralement quand on se fixe ce genre d'objectif qu'on fait de grosses bêtises. Waouh! Bah, très beau message, de fin, c'était impeccable. C'était un vrai plaisir et maintenant qu'on est en bear market et qu'on fait quand même un peu plus de stacking, tu peux quand même plus jouer sans que ça te tape la bande passante, non? Ah oui, exactement, je t'avoue que là pour le moment j'ai beaucoup plus de disponibilité pour ça, je suis bien d'accord. Ça marche. Il y a un jeu que tu joues, auquel tu joues en ce moment particulièrement? Ah, je joue à plein de jeux, là j'attends, Hogwarts Legacy, le jeu sur Harry Potter avec impatience, donc ça ce sera mon prochain bébé pour les mois qui viennent. D'accord. Ça marche, moi aussi, il faut que j'aille jeter un œil à ce jeu-là qui m'intrigue. Bah, écoute, c'était un vrai plaisir, de te recevoir. J'ai appris plein de choses. Je pense que l'audience a aussi appris plein de choses. C'est un profil que j'avais vraiment pas interviewé encore dans le podcast, donc c'était super cool. Bonne continuation. Je te dis à très bientôt et à très bientôt toute l'audience. Salut! Salut Merci, Kevin. ciao, au revoir.